Pour contrer le Covid-19, l'Autriche annonce le reconfinement de toute sa population dès lundi prochain et la vaccination obligatoire pour les adultes le 1er février 2022. 431 Irakiens ont été rapatriés. Des milliers de candidats à l'exil restent encore bloqués aux portes de l'Europe. L'UE resserre les rangs autour de la Pologne face au Bélarus. Paris se prépare à indemniser les pêcheurs qui ne pourront plus exploiter les eaux britanniques. La profession s'insurge et critique la faiblesse de la diplomatie française. Face à la 5e vague de Covid-19, l'Autriche n'y va pas par 4 chemins. Dès lundi prochain, elle reconfinera l'ensemble de sa population, quelques jours après l'avoir fait pour ses non-vaccinés. Un confinement prévu jusqu'au 13 décembre, mais réévalué dans 10 jours. Le chancelier conservateur Alexander Schallenberg a également annoncé l'instauration de la vaccination obligatoire pour toute la population adulte à partir du 1er février 2022. En plus de la perspective à moyen terme, des mesures à court terme sont malheureusement aussi nécessaires. Le gouvernement fédéral et les gouverneurs des Länder ont convenu que, compte tenu de la gravité de la situation, nous n'avions pas d'autre choix que d'imposer à tous de nouvelles mesures restrictives. Le chancelier autrichien a expliqué que la décision n'avait pas été facile à prendre, mais qu'elle s'imposait parce que les gens n'avaient pas fait preuve de solidarité. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse dans le Tyrol, après des discussions avec l'ensemble des gouverneurs de région. C'est le premier pays de l'Union européenne à prendre de telles mesures face à la résurgence des cas de Covid-19. Ils suffoquent, ils implorent, ils regrettent. C'est le message affiché au centre de Bucarest, la capitale de la Roumanie, par un photographe qui a passé plus de 150 heures au sein des unités de soins intensifs Covid-19. Christian Movila tente désespérément d'utiliser son art pour convaincre les gens de se faire vacciner. Si vous leur montrez la réalité très crue des soins intensifs, vous ne pouvez pas ne pas voir, vous ne pouvez pas effacer ça de votre mémoire. Alors j'espère que ça restera là et qu'après un jour ou deux ou une semaine, à voir ce genre de messages et d'images, ils se décideront. Moins de 50% des Roumains ont été vaccinés jusqu'à présent, avec pour conséquence un taux de contamination élevé et des centaines de décès quotidiens. Les médecins et les autorités tentent constamment de faire passer le même message à la population. La prévention est la meilleure des protections. Les vaccins sont merveilleux. Ce qu'ils ont réussi à faire en un an est incroyable. Et nous sommes très reconnaissants de l'effort que la communauté mondiale a fait pour rendre la vaccination possible. La pandémie ne sera pas terminée avec cette 4e vague. Malheureusement, le virus restera au sein de la communauté, continuera à circuler et engendrera encore de nombreuses nouvelles contaminations. L'hiver est à nos portes et il n'y a aucune raison de croire que la situation pandémique va s'améliorer, au contraire. C'est la saison froide, c'est la saison des maladies respiratoires et le Covid-19 en est une. L'urgence de la situation en Roumanie a bien sûr atteint Bruxelles. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton est responsable de la task force sur la vaccination, s'est rendu dans le pays. Il s'est entretenu avec les autorités et a envoyé un message aux habitants. Pour lutter contre la pandémie, nous avons 2 outils, le vaccin et le pass sanitaire, qui nous redonne à tous une liberté de mouvement. En tant que commissaire, j'ai travaillé avec mon équipe pour rendre ce certificat sanitaire possible. Il fonctionne maintenant pour les 27 États membres, mais aussi beaucoup plus. Il fonctionne si bien, il est si utile que maintenant 75 autres pays l'ont déjà adopté en dehors de l'UE. Parce que le pass sanitaire et le vaccin, c'est la solution pour se débarrasser de la pandémie. À ce jour, la loi roumaine de mise en œuvre du certificat sanitaire obligatoire est bloquée au Parlement national après un vote de rejet des sociodémocrates et des sénateurs d'extrême droite. Les discussions se poursuivent à la Chambre des députés. Ce sont les premiers candidats à l'exil et les seuls pour l'instant à avoir été rapatriés par leur pays après être restés pris en étau pendant des jours à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ces 431 Irakiens ont ainsi débarqué jeudi soir à l'aéroport international d'Erbil, dans la région du Kurdistan irakien et à Bagdad. Mais il resterait encore 4000 migrants sur place. Et pour être très clair quant à leur devenir, l'Union européenne a resserré les rangs avec la Pologne. L'Allemagne soutient le blocage de ces exilés aux portes de l'UE. En visite à Varsovie, le ministre allemand de l'Intérieur a clairement indiqué qu'il n'y aurait aucune possibilité d'asile en Allemagne pour ces milliers de migrants, afin d'éviter un éventuel effet d'attraction. La dernière fausse information en date était que le gouvernement fédéral allemand serait prêt à accueillir un certain nombre de ces réfugiés en Allemagne. On parlait de 2000 personnes.
J'ai immédiatement contacté la chancelière et j'ai reçu des informations claires, selon lesquelles il s'agissait bien d'une fausse information. Les Européens accusent le Bélarus d'avoir orchestré cet afflux de migrants en provenance d'une dizaine de pays en délivrant des visas pour se venger des sanctions occidentales. Notre envoyé spécial Valérie Goria se trouvait jeudi soir sur place, côté polonais. Ça a été une nouvelle journée d'activité intense pour les forces de sécurité du côté polonais de la frontière, comme ça a été le cas toute la semaine. Les activistes des ONG présentes nous disent et m'ont dit toute la semaine qu'ils n'avaient pratiquement reçu aucun appel à l'aide de migrants. Non pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais parce qu'ils ne passent pas du côté polonais. Et ceux qui y parviennent prennent d'énormes risques. Cela inquiète la population locale. Si elle a soutenu la présence massive de l'armée, de la police et des gardes-frontières, elle craint qu'il y ait davantage de victimes. En fait, les gens se disent sûrs qu'il y aura d'autres victimes dans les prochaines semaines et ont peur que cela arrive juste dans leur jardin. Valérie Goria, from Eastern Poland for Euronews. L'île de Jersey ne respecte pas l'accord de Brexit. C'est ce qu'a déclaré jeudi la ministre française de la mer, Annick Girardin, qui reproche à l'île, dépendance de la couronne britannique, son manque de volonté au sujet de la pêche. En cause, les difficultés de la France à obtenir des licences afin d'exploiter les eaux de Jersey. La ministre a donc fini par annoncer une enveloppe visant à indemniser les navires n'obtenant pas d'autorisation de pêche et qui devraient donc in fine rester à quai. Je déteste autant que vous parler de l'idée de financer des sacs à terre. Mais en toute transparence, il nous faut effectivement organiser ces possibilités de sortie de flotte. C'est une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros qui pourra être mise sur la table. Une annonce qui ne satisfait pas les professionnels du secteur ni les élus locaux qui voient une défaite de la France et un fiasco pour sa diplomatie. Jamais un plan de sortie de flotte n'a jamais été une bonne solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on met à la casse des bateaux. Mais c'est un coup dur pour la pêche française, c'est un coup dur pour l'Europe aussi, pour sa capacité de défendre ce qui est une activité, un enjeu et même des perspectives d'avenir. La ministre française a annoncé poursuivre les négociations pour tenter d'obtenir un maximum de licences de pêche. D'après Londres, dans les zones disputées, 98% des demandes de licences européennes ont été accordées, un chiffre contesté par la France. Le footballeur français du PSG, Kylian Mbappé, et la championne olympique chinoise de plongeon synchronisé, Zhang Jiaqi, sont les heureux parrains et marraines des 2 pandas nés au zoo au parc de Beauval le 2 août dernier. Ils étaient là pour leurs premiers 100 jours passés sur Terre et la cérémonie dite du nom. Car ça y est, ils ont été baptisés Yuan Dudu et Yuan Lili, et c'est le public français qui a choisi cette fois-ci. Traditionnellement, c'est le privilège de la première dame de Chine. Un exemplaire original extrêmement rare de la Constitution américaine a été vendu pour 43 millions de dollars. Un record mondial pour un document historique mis aux enchères selon la maison Sotheby's. Il s'agit de l'un des 13 exemplaires connus de la première impression de la Constitution américaine qui a été signée le 17 septembre 1787 par les pères fondateurs de l'Amérique. Derrière ces façades se cachent de véritables bijoux. L'artiste russe Karl Fabergé est célèbre pour ses œuvres, des œufs ornés de pierres précieuses destinées à la famille impériale Romanov au début des années 1900. Des pièces au cœur d'une exposition au Victorian Albert Museum de Londres. Ils sont intrigants, un synonyme de l'artisanat de luxe et de beauté. Quand vous les regardez de près, et j'appelle tout le monde à les regarder de près, ils sont époustouflants. Ces créations sont là pour nous attirer et générer un sentiment d'émerveillement. Au-delà des œufs Fabergé, l'exposition retrace l'histoire de l'entreprise, symbole d'un artisanat et de l'élégance russe. Quand vous regardez beaucoup d'articles Fabergé, vous pensez à des choses brillantes, belles. Ce rhinocéros par exemple, il est beaucoup plus subtil. On peut vraiment voir la musculature et les détails, c'est-à-dire admirer le savoir-faire sans être aveuglé par la beauté de l'objet. À partir de samedi et ce jusqu'au 8 mai, le public peut venir admirer près de 200 créations de Fabergé. Des œuvres aussi populaires ici en Grande-Bretagne qu'en Russie, puisque le joaillier y avait ouvert une succursale.